saluer nos jeunes qui sont assis à côté d'elle. Le président national et l'autorité morale m'ont demandé de développer un thème sur la doctrine du regroupement politique et électoral, alliance et action pour l'état de droit. C'est le souverainisme. Quelle est notre doctrine? Quelle est notre doctrine? Mon texte s'intitule « Le souverainisme, incontournable base de l'état de droit ». Chers camarades, le souverainisme est le fondement doctrinal du regroupement politique, alliance et action pour l'état de droit, A et ainsi. C'est une option que nous avons prise. Elle se justifie par le constat que les ennuis et les épreuves que notre pays endure aujourd'hui sont essentiellement dus à un déficit caricatural de souveraineté qu'il a transformé en un champ clos de stratégie et d'intérêts de protagonistes extérieurs. Cette situation est une conséquence de l'indigence de la pensée politique affichée par un grand nombre de nos élites depuis le choc entre le pot de terre et le pot de fer qu'a été l'irruption du colonialiste dans nos terres, le continent africain. Le pot de terre, c'est nos ancêtres et le pot de fer, c'était les colonialistes étrangers. Les historiens situent la première étape de ce choc pour notre continent vers 1434 au Cap Bojador, dans la portion du Sahara occidental. C'est là où le premier blanc a débarqué sur le continent africain, la partie du Sahara occidental contrôlée aujourd'hui par le Maroc. Il faut reconnaître que certains peuples africains ont su mieux résister que d'autres à cette irruption, à cette intrusion extérieure, qui est tantôt brutale, tantôt évanescente, et qui s'opère sur pied soit de l'exploration scientifique, soit de l'esprit missionnaire chrétien, soit enfin de considération purement mercantiliste. D'autres Africains collaborent à cette intrusion. Ils s'y soumettent et s'aplatissent devant ceux qu'ils considèrent comme les plus forts du moment. Par conformisme, par mimétisme, par intérêt égocentrique, au dépens des aspirations de leurs frères, de leurs sœurs ou de leurs propres intérêts nationaux. S'agissant spécifiquement de la République démocratique du Congo, quelques rares figures de l'historiographie des luttes pour l'émancipation nationale, comme le prédicateur Simon Kimbangu et le leader indépendantiste Patrice Emery Lumumba, se sont dressés courageusement pour dénoncer et combattre avec un courage exceptionnel la domination extérieure. Aujourd'hui, un siècle après la condamnation de Simon Kimbangu par un tribunal belge de Tisville, Mazangungu, et 61 ans
après l'horrible assassinat de Patrice Emery Lumumba à Chilantembo, près de Lubumbashi, force est de constater que peu de Congolais osent se hasarder de manière résolue sur le chemin rocailleux du souverainisme. Ce chemin qui a coûté la prison à Kimbangu à perpétuité, parce qu'il est mort en prison, et la vie à Patrice Lumumba, parce qu'il a été assassiné. Et aujourd'hui, nous les vénérons comme deux héros nationaux. Vous pouvez les applaudir. L'inclinaison la plus générale, la plus constante qui s'observe, consiste plutôt à se vautrer dans les vieux préceptes judéo-chrétiens qui consistent, vous le savez, à tendre la joue gauche lorsqu'on a reçu une gifle à la joue droite et à tendre les béatitudes célestes. Vous serez récompensés dans l'autre monde, nous dit-on. Même si pendant la vie sur terre, le Congo et les Congolais sont mis sous coupe réglée. La persistance des prétentions impérialistes se nourrit ainsi de cette timidité des réponses que l'intelligentsia congolaise y a toujours apportées. Une timidité qui transforme les ambitions légitimes de souveraineté de notre peuple en une sorte de mythe de Sisyphe, au sens d'un travail difficile, un travail toujours recommencé, un travail plus ou moins vain, qui n'aboutit jamais. Ayant dit cela, qu'est-ce que le souverainisme? C'est une idéologie, c'est une doctrine politique qui, selon ses promoteurs initiaux, soutient la préservation de la souveraineté nationale d'un pays par rapport à toutes les autres instances, même supranationales, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales. C'est un concept en réalité qui remonte au XVe siècle, puisqu'on trouve les premiers balbutiements chez un chercheur français, Jean Bodin, à qui l'on doit d'ailleurs l'élaboration du principe du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Jean Bodin qui a été le premier à évoquer la souveraineté comme, je le cite, le pouvoir de contraindre sans être contraint, la puissance de donner et de casser la loi sans une interférence extérieure. Fin de citation. C'est à partir de cette définition que le juriste français Louis Le Fur a pu théoriser un principe qui nous est cher, le principe de l'égalité souveraine entre États. En vertu de ce principe, un État n'est tenu que par sa propre volonté, dans les limites de sa propre législation, et conformément au but collectif que ces institutions se sont assignées. Il faut reconnaître que par la suite, d'autres spécialistes de la science politique et du droit international, à l'instar de Théo Fournier, en ont relativisé la portée en invoquant la légitimité d'une intervention extérieure dans les affaires d'un État pour des raisons strictement humanitaires. Il est généralement admis toutefois que cette limitation de la souveraineté de l'État ne s'impose que si et si seulement trois conditions sont remplies cumulativement. Première condition, s'il s'agit de contraindre le dit État à accomplir un acte considéré comme imposé par le droit
et pour autant qu'un tel recours soit autorisé par la communauté internationale. Deuxième condition, qu'un tel recours ait pour but de préserver la conscience juridique de l'humanité. Et enfin, troisième condition, que ce recours s'avère opportun et indispensable, notamment pour la protection des droits humains élémentaires. C'est la raison pour laquelle la mise en œuvre de ces interventions humanitaires susceptibles de limiter la souveraineté d'un État a été confiée de manière exclusive au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut malheureusement constater qu'avec le temps et dans la pratique, cette prérogative du Conseil de sécurité a été de plus en plus abandonnée au bon vouloir de 5 de ses membres, ceux qu'on appelle le Big Five, les grands 5. Les 5 membres permanents, ceux qui ont le droit de veto. États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Russie et Chine. Et dans certains cas, aux gros contributeurs au budget de l'organisation mondiale ou de leur mission aux 4 coins de la planète. C'est ce qui explique le traitement pour le moins discriminatoire de la communauté internationale des cas avérés d'agression militaire impliquant des violations massives des droits humains de par le monde. Et je vais en citer 2. Ainsi, l'agression par la Russie de l'Ukraine, un pays européen qui a le soutien de 3 des 5 des Big Five, États-Unis, Grande-Bretagne et France, et qui a aussi le soutien de l'Union européenne, dont plusieurs États sont parmi les gros contributeurs au budget de l'ONU. Cette agression est traitée de manière robuste. Vous suivez tous les jours à la télévision le battage qui en est fait. On a sorti même cette intervention de sans arrêt contre le président de la Russie. Alors que l'agression tout aussi caractérisée par le Rwanda de la République démocratique du Congo ne donne lieu qu'à des timides rappels rituels de principes généraux du droit international qui sont souvent dilués du reste dans un hypocrite renvoi dos à dos de l'agresseur rwandais et de l'agressé RDC à qui l'on reproche fallacieusement d'appuyer les génocidaires des FDLR. La raison de cette confusion délibérée tient au fait que la principauté militaire qui est aujourd'hui au pouvoir à Kigali, au Rwanda, jouit du soutien de 3 des 5 membres permanents, les Big Five, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Sur pied de cette constatation, il est permis de croire qu'en l'état actuel de la situation, seuls ces 5 Big Five peuvent être considérés comme étant des États réellement souverains sur la planète Terre. Nous ne pouvons l'accepter. C'est à l'aune de cette différenciation subjective que les efforts variés et en sens divers d'un certain nombre d'États doivent attirer et retenir notre attention. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite. Je pense à la République islamique d'Iran. Je pense aussi à la Corée du Nord. Voilà 3 pays qui ont défrayé la chronique ces dernières années en prenant appui pour l'Arabie Saoudite sur ses fabuleuses ressources pétrolières, pour l'Iran sur la foi religieuse, la foi islamique qui déplace les montagnes, et pour la Corée du Nord sur l'arme nucléaire.
pour sortir des sentiers battus et tenter de tutoyer l'émergence et en fin de compte devenir réellement souverain. La question qui mérite d'être posée ici est celle de savoir si notre pays, la République démocratique du Congo, dispose d'une rampe de lancement d'une telle lutte pour conquérir la souveraineté qui lui a été déniée depuis l'aube de son indépendance. Revenons un peu à la guerre d'agression dont j'ai parlé plus haut, menée par le Rwanda de Paul Kagame contre le Congo depuis près de 3 décennies maintenant. Il apparaît assez clairement que sa gestion par les 3 puissances occidentales, membres du Conseil de sécurité que j'ai mentionné, amène à croire que, en dépit de l'indépendance formelle de notre pays, proclamée le 30 juin 1960, beaucoup de nos jeunes n'étaient pas encore nés, nous étions des enfants, le Congo continue à être perçu comme un banal appendice de la politique extérieure de ces 3 grands pays. Un appendice susceptible d'être instrumentalisé à leur propre profit. Cette perception est la source de l'indifférence, voire de la complicité qui annihile toute capacité de leur part d'exercer une pression forte, significative, proportionnelle aux violations massives, répétées et indicibles des droits humains par l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. On peut rappeler à cet égard notamment que des millions de morts sont causés par cette interminable razzia qui s'opère depuis des années au nez et à la barbe de cette communauté internationale dont d'éminents représentants se limitent dans leur contact avec notre continent, tantôt à faire entrer les Africains dans l'histoire, selon les mots de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, tantôt à se moquer du nombre des enfants trop élevés que les femmes africaines font, ainsi que s'est permis de le dire avec une incroyable désinvolture un de ses successeurs, le président Emmanuel Macron. Ce tropisme flagrant qui prend des allures caricaturales lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo n'est pas dicté par le respect du principe de l'égalité souveraine des États. On se trouve en face d'une manœuvre d'autodisculpation. Au regard du silence coupable des Occidentaux face à des crimes abominables qui frisent la négation du plus fondamental de tous les droits humains, le droit à la vie, par le régime post-génocide qui est en place à Kigali. Le président Kagame a trouvé dans cette complaisance de ses partenaires occidentaux de bonnes raisons de s'enhardir à revendiquer jusque la modification des frontières héritées de la colonisation dont l'Union africaine a pourtant proclamé l'intangibilité. C'est le sens de sa déclaration faite récemment au Bénin, selon laquelle la guerre du Congo était due au dérapage de la conférence de Berlin qui aurait fait bénéficier aux Congolais de l'héritage du Rwanda dont une partie du territoire aurait été donnée au Congo. Il a dit cela publiquement et nous n'avons entendu aucune remontrance de la part de ses membres permanents du Conseil de sécurité. On comprend que les motivations criminelles du président rwandais, qui tente ainsi de subjuguer cyniquement la conscience universelle, avec des jérémiades ondoyantes entre la défense des populations Tutsis exterminées lors du génocide de 1994 au cours
duquel les Congolais n'ont aucune responsabilité, et des revendications territoriales surannées et infondées se nourrissent du déficit de patriotisme et de souverainisme au sein de la classe politique congolaise. Ce double déficit provoque un véritable appel d'air au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo, qui a été sérieusement boosté par la partition du Soudan voisin, qui a été divisé en deux, le Soudan et le Soudan du Sud, pas plus loin qu'en 2011, sans que cela n'améliore en rien le vécu quotidien des populations de ce grand pays africain. On parle souvent du rôle de quelques entreprises multinationales déterminées à accroître leurs revenus légaux ou illégaux en République démocratique du Congo grâce à l'atomisation du Congo. Un vaste pays, une atomisation qui aurait l'avantage de les mettre en face d'une multitude d'entités faibles, malléables et corvéables. Cette avidité expliquerait le fait que, hormis l'éphémère projection de la brigade spéciale de la MONUSCO, constituée de contingents d'États de la SADC, les interventions de la communauté internationale pour défendre l'intégrité du territoire du Congo n'aient été généralement qu'une sorte de service minimum, sans aucun souci d'efficience. Dernière en date de ces interventions, la force régionale, constituée par l'East African Community, EAC, dans le cadre du processus de Nairobi et du processus de Luanda, est en train de tourner en eau de boudin, alors les troupes déployées et leurs chefs, à l'exception du Burundi, préfèrent fraterniser avec les agresseurs. Mais pour revenir au thème du souverainisme, que nous plaçons au centre de la doctrine idéologique de l'Alliance et Action pour l'État de droit, il est déplorable qu'à l'ordre depuis l'aube de l'indépendance, face à toutes les tentatives néocoloniales qui ciblent notre pays, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de dirigeants congolais se contentent de se recroqueviller dans un conformisme utilitaire et égocentrique, préférant à l'instar du tristement célèbre groupe de Mbinza se profiler en rempart contre une prétendue et mensongère infiltration du communisme dans notre pays pendant les années de guerre froide. Et malgré la fin de cette guerre froide qui opposa l'Est et l'Ouest en 1989, à la suite de la chute du mur de Berlin, d'aucuns parmi les intellectuels de chez nous continuent de s'offrir pour garantir à l'Occident le contrôle monopolistique des richesses naturelles du Congo, en échange de l'aisance matérielle et de la promesse de participer le plus longtemps possible à l'exercice du pouvoir politique avec l'appui de mentors étrangers. Dans ces circonstances, la dénonciation sans aménité par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la violation délibérée de l'intégrité de la souveraineté de notre pays par le relais du courant suprémaciste occidental extrémiste en Afrique des Grands Lacs qu'est devenu le président Paul Kagame ne peut que susciter notre admiration et notre adhésion. Je voudrais que nous l'applaudissions. Chers camarades, la ténacité du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à cet égard, sous-tend la justesse du choix du regroupement AE, dont le leitmotiv est le souverainisme, de s'aligner derrière son leadership, sans se laisser distraire outre mesure par des chamailleries oiseuses et chicanières autour du partage des postes
chef de l'État, Félix Tshisekedi, sous-tend la justesse du choix du regroupement politique AE, dont le leitmotiv est le souverainisme, de s'aligner derrière son leadership et distraire par des chamailleries oiseuses et chicanières autour du partage des postes et des colifichets du pouvoir en perspective des scrutins de décembre 2023, sans pour autant négliger notre participation responsable au scrutin. Et les croyants parmi nous, parce qu'il y en a, il y a des chrétiens ici, les croyants se souviennent que même le pape François, lors de sa dernière visite pastorale à Kinshasa, avait reconnu la légitimité du souverainisme lorsqu'il a demandé, dans un appel pathétique aux puissances étrangères, de retirer leurs mains de la République démocratique du Congo. Mieux, le souverain pontife a proclamé expressis verbis le droit inaliénable des Congolais à être seuls protagonistes de leur destin. Même si après le départ du pape, certains de ceux qui représentent au plus haut niveau cette grande confession religieuse, l'Église catholique dans notre pays, ne donnent pas l'impression de s'inspirer de cet enseignement et font preuve d'une absence totale d'empathie à l'égard du peuple congolais continuellement harcelé à partir de l'extérieur. Nous sommes reconnaissants aux impairs d'avoir rappelé la nécessité du souverainisme pour les Congolais. Très chers camarades, il est devenu un lieu commun chez les acteurs politiques et sociaux congolais de se déclarer incapables d'apporter par eux-mêmes des solutions aux maux qui assaillent leur pays. La plupart ont l'habitude d'en appeler à la communauté internationale, oubliant que la RDC elle-même en fait partie. Ils en appellent à la communauté internationale pour venir au secours de notre pays afin de contrer des problèmes, de résoudre les problèmes qui sont provoqués en réalité par des attaques venues de l'extérieur, c'est-à-dire de la même communauté internationale. Des attaques qui menacent la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. Ils naviguent ainsi à contre-courant des mises en garde répétées du père de l'indépendance congolaise, Patrice Emery Lumumba, qui avec un remarquable sens d'anticipation s'était de manière véhémente élevé en 1960 déjà contre le complot de la balkanisation du Congo. Comme on peut s'en rendre compte, les assauts contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis les premières années de l'indépendance que d'aucuns parmi nos partenaires occidentaux estiment que ce pays, le Congo, est trop important pour être laissé à la disposition de ses propres enfants. Ces surprises et débordées par le déferlement inattendu des idées souverainistes dans la deuxième moitié des années 50, que les principales puissances coloniales européennes et leurs alliés du monde occidental, épuisés par ailleurs par la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie, se sont résolus à temporiser en nous accordant l'indépendance comme un athlète qui recule pour mieux sauter l'obstacle, en accordant une souveraineté en trompe-l'œil à l'ancienne possession de Léopold II
placé sous régence belge depuis 1908. Nous devons impérativement intégrer cette réalité dans notre grille de lecture de l'histoire de notre pays. Donc le Congo, même si on le balkanisait, ne connaîtra pas la paix. Il doit rester uni. Nous savons que des gens parient sur l'implosion ou la disparition de l'État-nation en République démocratique du Congo. Nous devons les empêcher d'atteindre cet objectif. En faisant quoi? En maîtrisant toutes leurs stratégies hégémonistes et suprémacistes qui prennent généralement racine sur cette formidable machine à démanteler l'État qu'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le principe selon lequel une autorité centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l'échelon inférieur. Cela commence généralement par faire prendre en charge la quasi-totalité des politiques publiques assumées par l'État central par diverses entités sous le prétexte que la promotion de l'unité et de l'indivisibilité de la République relèverait d'une sorte de jacobinisme centraliste, totalitaire, aux antipodes de la liberté et de l'égalité des citoyens. Je voudrais citer un juriste du siècle passé, le juriste John Westlake de l'université de Cambridge aux États-Unis, qui est connu comme un des pionniers du droit international, qui a écrit en 1884 un ouvrage intitulé International Law, le droit international, dans lequel on peut trouver cette phrase: le droit international doit traiter les indigènes comme des êtres non civilisés. Il réglemente dans l'intérêt mutuel des États civilisés leurs prétentions à la souveraineté. Leur intérêt ne doit pas être un prétexte pour une guerre de plus qui peut causer des souffrances aux indigènes eux-mêmes. Fin de citation. En d'autres mots, Westlake dit que pour mieux se défendre, les indigènes doivent céder leurs terres, céder leurs ressources aux colonisateurs, lesquels doivent s'entendre entre eux et se partager le butin sur la base du droit international pour ne pas se faire la guerre, ce qui risquerait d'être préjudiciable à tous, c'est-à-dire et aux indigènes et à ces États soi-disant civilisés. Mais plus près de nous, un géopolitologue français, Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations internationales et stratégiques de Paris, ancien conseiller de plusieurs présidents de la République, membre du comité de soutien des réflexions de l'Académie diplomatique africaine de Paris, écrit ce qui suit. L'État-nation qui a perdu son utilité et son rôle central à l'heure de la globalisation n'a plus de pertinence au niveau international, car il est trop petit pour les grandes choses et trop grand pour les petites choses. Fin de citation. Chers camarades, à nous donc de savoir si nous acceptons de continuer à nous incliner devant de telles fictions juridiques qui nous contraignent à désengager l'État de l'ensemble des secteurs par une privatisation débridée de secteurs clés comme l'énergie, l'enseignement et les infrastructures, ou par le transfert incongru des pans essentiels des pouvoirs régaliens que sont la monnaie, la justice, la politique étrangère, la défense nationale ou la réglementation de l'État à des échelons supranationaux par une sorte de mimétisme de mauvais aloi. Certains partenaires nous poussent depuis de longues années vers cette réduction à la portion congrue de notre souveraineté. Cela est dû en grande partie au fait que dans leur univers mental, la République démocratique du Congo a gardé le statut d'un no man's land, une terre qui n'appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Une colonie internationale
ouverte à l'exploitation de l'ensemble de la communauté internationale que lui avaient attribué les parties prenantes à la conférence de Berlin de 1884-1885. La cacophonie idéologique et doctrinaire de la classe politique et sociale aussi, écoutez certains prêches dans les églises traditionnelles, ne peut que consolider cette perception pour le moins cynique. Cessons de nous complaire paresseusement dans une vie insouciante, basée sur une logique de la main tendue et de l'esprit ouvert à tous les vents, en oubliant la vérité apodictique selon laquelle les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts.